to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Christophe de Ajus, je suis mal élevé, je me présente en premier, de Ali de Catch Club et bien sûr des pop de Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas, on les filme quand même, on n'a toujours pas eu la thune, le gouvernement nous ment, c'est une collusion. Une collusion? C'est pas ce qu'on voulait dire, mais t'es un connard. D'accord. Certainement qu'elles nous donneront des nouvelles de leur collusion d'ici peu. En tout cas, mon cher Ali, bonjour. Mes amis, bonjour. Et bienvenue dans l'univers d'Ajus. Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers d'Ajus, exactement pour la cloche numéro 41. Donc là, on se retrouve au mois de décembre 2016. On va enfin finir cette année 2016. Oui, oui, moi je voulais faire le Royal Rumble. Il me dit non, pas. On fait pas le Royal Rumble. On fera le Royal Rumble la semaine Toc, prochaine. toc. Ne t'inquiète pas, Uva, la semaine prochaine ce sera le Royal Rumble. mort. Parce qu'on sait que c'est un énorme road trip. Tu nous avais dit que c'est ton plus gros road trip. Bah oui, on fera 2 épisodes en plus. On donc fera on 2 sera obligé de épisodes le faire en 2 derrière, fois. Donc bon, ça va être Et je vous dis super tout, long. aujourd'hui on en enregistre 2, donc on sera obligé d'en faire la fois d'après aussi, quoi. Faut pas le dire. On l'a dit quand même. Mais On veut la thune. On veut notre collusion. on fait... Est-ce qu'elles savent ce que ça veut dire collusion? Parce que... On dirait un petit peu les pop de Sami Zayn, vu que Sami Zayn actuellement est en pleine campagne anti-complot. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un petit complot contre lui. Quand même. Mais il y a un complot contre lui, il y a un complot contre nous. J'ai proposé d'ailleurs, mais pour l'instant je n'ai pas de réponse, de m'occuper de la version française, de faire la voix off de son documentaire qu'il est en train de réaliser. Je n'ai pas de nouvelles, j'espère, je croise les doigts. On l'attend prochainement diffusé sur l'équipe. Oui, alors ça je suis pas très sûr pour l'équipe. Hein. On croise les doigts. Oui, bah continue à les croiser, hein. Croise les fesses pendant que tu y es. D'ailleurs, justement, hier soir, l'équipe Super Bowl, le Gronk, encore une fois, vainqueur du Super Bowl avec Tout à fait. Tom Avec Brady. Tom Brady. Donc, franchement, Oui, pas comme mal. ça vous savez quand nous enregistrons cet épisode. Exactement. Sachez que la semaine prochaine est également enregistrée le lendemain du Super Bowl. Et on va tout de suite, avant de se lancer dans le programme fin 2016, te poser des petites questions. Comme ça, on verra dans quelques mois si tu avais raison ou pas. Le Royal Rumble vient de passer il y a une semaine. Si là, tu dois pronostiquer... Ahmed Non, pourquoi Ahmed Ahmed Silla. Ah, non. Si là, tu dois pronostiquer... Vitesse de l'éclair, hein. Même lui, C'était tellement rapide, ouais, le quand roi même, de hein. l'humour ne sait même pas de quoi on parle. Si tu dois pronostiquer concernant Edge, concernant Bianca Belair, si tu es Booker, quel adversaire pour Edge à WrestleMania 37 Soccer. et quel adversaire Pardon, je suis un peu dans le coffre à catch avec Yann Colby et Alain Hichtert. J'enchaîne les vannes pourries. C'est le rendez-vous, bien sûr, du lundi en compagnie de mes 2 amis d'enfance. Donc, quoi, si je dois booker quoi? Edge à WrestleMania 37, Bianca Belair à WrestleMania 37. Contre qui? Quel champion? Pardon, mais pour Edge, je pense que ça sera Roman Reigns. Et j'espère que c'est Roman Reigns qui va gagner. Non pas que je déteste Edge, mais on en parlait hors antenne. J'aime beaucoup Edge, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il n'aurait jamais dû gagner le Royal Rumble 2021. 2021, voilà, ça fait 15 ans de trop tard pour gagner ce Royal Rumble. Et il en a gagné il y a moins de 15 ans. Et Bianca Belair, je pense que ça sera Sasha Banks, puisque bon, elle est à SmackDown. Alors c'est vrai que ça ferait face-face, mais du côté de Raw, on a Asuka, et ça ferait face-face aussi. Et je pense que Bianca Belair, Sasha Banks, c'est un beau match. Je pense que Bianca Belair, Asuka aussi. Mais voilà, je pense que Bianca Belair va battre Sasha Banks à WrestleMania. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais la WWE, pour ne pas commettre à nouveau l'erreur d'enterrer une jeune étoile montante, comme ils l'ont fait l'année dernière avec Rhea Ripley, qui est une grande superstar. J'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques semaines de cela, sans Philippe Chéreau qui était absent, parce que Philippe avait d'autres engagements. Et déjà, elle est très sympathique, elle est très talentueuse, et j'étais très heureux de pouvoir échanger avec elle. Son match était de qualité à WrestleMania l'année dernière, mais bon, évidemment, elle ne va pas le dire, et je lui ai pas non plus dit comme ça, mais c'est vrai que cette défaite a un peu... Freiné. Carrément, ouais. Elle lui a carrément coupé l'herbe sous le pied, Ouais. elle lui a stoppé net, donc voilà. Non, mais c'est vrai que The Boss contre EST of WWE, ça peut être pas mal en fait, même si elles sont face toutes les deux, vu que ce sont toutes les deux un petit peu des tchatcheuses, on va dire, etc. Ego contre Des ego. tchatcheuses. Des tchatcheuses. Ça se dit encore les Je tchatcheuses? sais pas. Mais je pense que ça peut être pas mal. Et petite information, justement, parce que tu parlais d'Edge, est-ce que tu as vu les informations, on va dire un petit peu, les statistiques au niveau de l'âge du Royal Rumble 2021?
Du Royal Rumble 2021, non. J'avais vu une moyenne d'âge des derniers Royal Rumble où, genre, c'était plus de 40 ans l'âge des vainqueurs. Bah là, on peut donner quelques petits chiffres comme ça parce que je les ai donnés lors d'un live et je trouve qu'ils sont très pertinents quand même par rapport aux problèmes de la WWE. 39 ans, la moyenne d'âge de ce Royal Rumble 2021, 39,4 Mmh. pour être précis. 16 catcheurs sur 30 qui ont plus de 40 ans. Oh là là là. Et uniquement 2 catcheurs sur les 30 qui ont moins de 32 ans. Dominique Chez les Mysterio, hommes. ouais. Ah ouais. Dominique Mysterio a 23 ans, Ouais. Otis 29. Tous les autres ont plus de 32 ans. Effectivement, c'est assez. Après, quand on sait qu'aux États-Unis, le programme fonctionne extrêmement bien chez les plus de 50 ans, bon, tu te dis qu'il y a Ouais, quand même. Au moins, ils peuvent se reconnaître dans ces catcheurs. Non, ça, c'est D'une vrai. certaine manière, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas bon signe et c'est pas du tout rassurant pour l'avenir. Un petit peu bizarre quand même, que ce manque de jeunesse. J'en parlais récemment en disant peut-être qu'il y a un problème quand même au final du côté de NXT, tu vois. Je me dis que il y a un moment où les gens de NXT, il faut quand même qu'ils passent dans le roster principal. Parce que si eux, Oui, ils ne mais passent et pas dans le quand ils roster, passent dans le roster principal, aussi qu'ils ils soient bien sont utilisés. bien utilisés, mais même quand ils sont bien utilisés, ça semble pas forcément fonctionner. Cela dit, là, ça fait 1 an et demi, donc c'est très compliqué maintenant qu'il n'y a plus de public. Enfin, pas tout à fait 1 an et demi, mais ça va faire, ça va faire un an, Ouais. puisque le Royal Rumble était le dernier pay-per-view Mm. avec public, me semble-t-il. Donc c'est compliqué de savoir ce qui aurait pu marcher, pas marcher, parce que pendant un moment, on a bouffé du Austin Theory, on a bouffé du Angel Garza, du Andrade, qui aujourd'hui ont totalement disparu. Theory est retourné à NXT. Angel Garza, je crois qu'il est maintenant à Main Event chaque semaine. On le voit Et très peu, Andrade, ouais. depuis Avec que- Carrillo, Humberto Carrillo aussi, qui est pas mal avec Ouais, qui court après le 24/7, Humberto Ouais. Carrillo quand même. Mais donc, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner avec public. Est-ce que ça aurait donné ovation sur ovation ou hit sur hit? Enfin voilà, ils ont aussi malheureusement péché de ce côté-là de malchance de ne pas avoir de public. Mais je pense qu'il y a les deux. Problème du côté d'NXT. Il doit y avoir un vrai problème dans la formation. Parce que je suis désolé, moi qui ai connu la ECW, qui n'était pas une fédération de formation, mais qui a été utilisée comme telle par la WWE pendant longtemps, parce qu'elle a fait venir les Dudley Boys, qui étaient au sommet de la ECW, et les a fait recommencer au tout début à la WWE par la première gimmick, Bubba Ray qui Bégaye. bégaye, voilà, j'allais dire bafouille, qui bégaye. Et petit à petit, ils ont gravi les échelons et ils sont devenus une équipe de légende. Il y a eu, dans le même ordre d'idées, Rob Van Dam. Il y a eu, pas bonne. Dans le contre-exemple, des Taz, par exemple, qui Oui. n'a pas du tout fonctionné, ou Mike Awesome, qui n'a pas du tout fonctionné comme il aurait dû. Mais il y a sans doute un problème de NXT et sans doute un problème avec les auteurs actuellement de la WWE roster principal qui soit ont les mauvaises consignes, soit n'ont pas le courage de dire ce jeune-là, que ça passe ou ça casse, on y va. Faut tenter de temps en temps. Oui, Faut tenter de temps en temps. Apparemment, ce sera pas pour ce WrestleMania, vu comme c'est parti. ah non. Mais on espère que derrière, voilà, habituellement, le lendemain de WrestleMania, on relance un petit peu les choses, donc peut-être que ça va bouger d'ici là. Allez, on repasse au Allez. programme. On enchaîne. Le avec Royal la Rumble, fin. alors j'y étais. Ah. Prochain épisode. D'abord, on termine quand même sur l'année 2016, juste pour vous mettre en situation, pour vous poser les bases Ouais, par rapport à on ce qui fout se les passe. bases. Mais On comme veut ça, les ça bagues. crée encore plus de suspense. Il n'y a pour pas de les fans suspense, les gens ils viennent plus là, qui c'est veulent fini. voir ce qui se passe la semaine Tu mets prochaine. James Ellsworth en vidéo d'accroche. Ah, là, qu'est-ce j'étais que obligé, il a c'est marqué Il était trop de obligé, personnes. il a marqué trop de marqué personnes. il a- Ah, je l'ai interviewé au Justement, SmackDown d'après. Ouais, voilà. bah justement, on va démarrer Ah directement non, ça n'a aucun rapport. avec monsieur sans en coups en joue, parce que donc lors du Survivor Series où on s'est quitté, c'était la mascotte, bien entendu, de l'équipe masculine de SmackDown. Lors du SmackDown suivant, il faut savoir que Shane McMahon offre enfin un contrat à Monsieur Real. Voilà. Le problème, c'est que Jay Styles n'est pas totalement d'accord. Et Jay Styles arrive, il débat, bien entendu, et Jay Styles, toujours champion, et dit qu'un contrat, ça se mérite. Donc il propose un match en main event face à Ellsworth, un ladder match, d'un côté pour le contrat, mais également derrière pour une opportunité au titre mondial qu'a AJ Styles à ce moment-là, parce qu'en plus, Ellsworth a battu 2 fois AJ Styles lors des semaines précédentes. Oui, avec l'aide de Dean Ambrose, bien Voilà, sûr. donc ça, on va dire, ça rajoute un petit peu de hype. Et justement, lors de ce SmackDown, Dean Ambrose est banni de l'arène, mais il va intervenir lors du main event pour aider James Ellsworth à remporter son contrat avec la WWE. Encore une fois, grosse pop des fans, tout le monde qui Tout le était monde.
Non, mais pour quand que ce vous vous mec rendez ait un- compte, hein, je veux dire, il y a des superstars, il y a des Randy Orton, il y a des Randy Savage, il y a des mecs qu'on a évoqués 10 minutes dans toute l'histoire de la cloche. Le mec, il nous fait 4 numéros sur Nine Sons. Là, on Il parlait a tout à l'heure des marqué- problèmes d'NXT, j'ai l'impression qu'on peut peut-être commencer à parler des problèmes de Ali, Il a du Catch marqué les Club. fans. Oui, Et je visiblement, pense- il t'a très marqué beaucoup. Hein. Son Ça n'a aucun retour- sens, mais il t'a beaucoup très Son marqué. retour est attendu par tout le monde. Ouais, c'est sûr, Impatiemment. bien sûr. La pop sera digne d'un The Rock, je pense. On veut prochainement. la thune, non? La pop, allez pop. On enchaîne bien entendu également le lendemain des Survivor Series avec Goldberg. Oh Goldberg qui vient Pardon. fêter sa victoire. Oh bah oui, fêtons sa victoire. Non mais t'as décidé de... Alors il fait moche dehors, il fait gris dans nos cœurs. Donc Goldberg qui a battu Brock Lesnar au Survivor Series. Oui, bon ça oui d'accord. Non, je Ce pensais match- J'avais déjà oublié qu'on était à ce moment-là. Oui, Parce que je pensais qu'on allait parler de la défaite de Kevin Owens, mais non. non, Pas ça tout de va suite, venir ça. bientôt parce qu'on sait qu'apparemment ça ne t'a pas forcément plu. Ah non. Ça n'a pas plu à énormément de fans, on Bah peut non. être honnête. Mais d'abord, Goldberg, le lendemain des Survivor Series, qui est très content, on va dire, il se vante d'avoir battu Brock Lesnar et directement, c'est la première personne à s'annoncer pour justement le Royal Rumble 2017. Donc Goldberg intègre le Royal Rumble et la semaine suivante, nous avons Paul Heyman qui vient à Raw. Et là, Paul Heyman fait un petit peu un speech où il explique que... Surprenant ça déjà. Paul Heyman fait un petit peu un speech. Il fait un speech où il dit qu'ils ont sous-estimé Goldberg au final. Ils ont fait une erreur et Goldberg les a humiliés lors des Survivor Series, mais ils vont se rattraper. Et donc Paul Heyman explique que Brock Lesnar intègre également le Royal Rumble. Donc ça c'est bien joué parce que du coup forcément on attend... Le face-à-face, on attend le choc frontal entre ces deux monstres de la WWE. Effectivement, ça rajoute un petit peu C'est bien joué. d'attente dans un Royal Rumble. Parce que c'est vrai que cette année, par exemple, on attendait la réunification des Iconics, quoi. C'est-à-dire, là, on s'est créé de l'attente. Un gros moment encore une fois. Derrière on a... Comment dire, Ah bah, ça, on Kevin sait pas, hein. Owens et Chris Jericho, dont la relation commence à être de plus en plus tendue. Ça a démarré en fait lors des Survivor Series parce que Kevin Owens, à un moment, pour essayer d'aider Chris Jericho, a chopé la liste. Et donc il a voulu frapper les gens avec la liste, mais il faut pas toucher à la liste de Chris Jericho. Jericho l'a très mal pris. Donc derrière, en fait, ça mène à des petites engueulades lors des semaines suivantes. Et on va commencer à voir en fait l'amitié s'effriter. Le roman d'amitié entre Owens et Jericho commence à s'effriter comme autre chose auquel il faut amitié. pas toucher. Tout à fait. Ouais. Pour préciser également ce qui se passe avec T'es sûr Charlotte Flair. Il reste des cookies. À ce moment-là, Charlotte Flair qui se fait, comment dire, challenger par Sasha Banks, en fait, le lendemain des Survivor Series. Charlotte Flair accepte, c'est parce que Banks veut son rematch, c'est sa clause de rematch. Charlotte Flair accepte, mais en disant, je t'affronte la semaine prochaine, à domicile, à Charlotte, quand on sera chez moi. Et là, on a... C'était, je crois que c'était un Falls Count Anywhere match. En tout cas, elles se battent un petit peu dans le public, etc. Et je me rappelle que c'était un match très violent pour Charlotte et pour Sasha Banks lors de Raw. Un match qui était vraiment marquant. Et encore une fois, Sasha Banks qui gagne le titre lors d'un épisode de Raw Ah oui. pour un règne qui va durer 3 semaines. D'ailleurs, vous avez été plusieurs justement à me faire remarquer que j'avais dit 13 jours, effectivement, c'était moins d'un mois. Non. Je sais plus si c'était pas 29 jours, enfin voilà, mais effectivement c'était très court. Et comme le dit Ali, 3 semaines, je crois que c'est peut-être son règne le plus long à ce moment-là de sa carrière. C'est pour ça que là, son règne actuel est un petit peu en train de changer les choses, justement, de faire oublier tout ça. Le but, c'est, je pense, de faire oublier un petit peu le passé. Oui, mais de pour, toute façon, on l'évoquait déjà avec le 16e titre de Ric Flair. Je sais plus si c'était la semaine d'avant, ou il y a 2 semaines, ou même bien avant cela, mais au bout d'un moment, on oublie les règnes. Je veux dire, il y a des fois où, quand c'est le dernier en date, c'est frais, même si ça fait 3 ans, on y pense. Le titre de Kevin Owens, champion universel, évidemment, on n'a pas oublié la manière dont ça se termine, mais quand il en gagnera un autre, et puis un autre, et ainsi de suite dans quelques années, on aura totalement oublié comment le premier s'est interrompu, quoi. C'est pas faux. Merci. Et donc juste pour préciser également, à ce moment-là, on a enfin le show 205 Live qui démarre. Et pour lancer le show, on couronne un nouveau champion, Rich Swann, qui remporte le titre Cruiserweight à ce moment-là. Et également du côté de SmackDown, Bray Wyatt et Randy Orton qui deviennent les challengers numéro 1 au titre par équipe. Donc petite précision, on peut enchaîner. Lors du mois de décembre, on a 2 pay-per-view. D'abord le pay-per-view de SmackDown, WWE TLC, le 4 décembre 2016. On démarre justement avec ce match par équipe. Randy Orton et Bray Wyatt contre Rhino et Heath Slater, cette équipe qui avait remporté justement les titres tournoi par équipe de SmackDown, qui est totalement adorée du côté de SmackDown, mais qui va perdre les titres lors de TLC.
Parce que Luke Harper, en fait, va se sacrifier lors du match. À un moment, on a Rhino qui va effectuer un gore sur Randy Orton. Et là, Luke Harper monte sur le ring et il pousse Randy Orton. Donc c'est lui qui se prend le gore de Rhino. Et derrière, ça permet à Randy Orton d'enchaîner avec un RKO pour la victoire. Donc Randy Orton et Bray Wyatt qui deviennent champions par équipe à ce moment-là. Après, je pense qu'on voyait tous venir la trahison. Je pense qu'on voyait tous poindre au bout du tunnel la rivalité entre Orton et Wyatt. Par contre, là, en repensant à ça, je me souviens de la rivalité pendant un temps au sein de la famille Wyatt entre Harper et Orton qui essayaient justement d'attirer un petit peu l'attention sur eux et d'avoir les bonnes grâces de Bray Wyatt. Et je me dis, là, ils ont peut-être loupé quelque chose avec le recul. Parce que c'est peut-être à ce moment-là que Luke Harper aurait pu monter un échelon et passer un nouveau palier avec cette mini-rivalité, un match dans le match, comme on dit dans le football, entre Orton et lui. Je pense que là, ils auraient pu utiliser Orton pour faire monter Luke Harper. Et peut-être qu'ensuite, ça aurait été une belle rivalité principale que cette rivalité Luke Harper-Orton. Ça va être tendu entre les deux, justement, comme tu as dit, lors des prochaines semaines. Luke Harper un petit peu jaloux, en fait, de Randy Orton au final. Ça va notamment exploser une première fois lors du Royal Rumble match, quand ils vont tous être dans le ring, mais ça, c'est la semaine prochaine. Juste pour préciser, bien entendu, que lors du kick-off, on avait un match 5 contre 5. Alors, Apollo Crews, American Alpha, donc Chad Gable, Jason Jordan, et les Eyebrows, Mojo Rawley et Zack Ryder, qui ont battu Kurt Hawkins, les Vaudevillains et The Ascension. Petite précision par rapport à Jason Jordan, parce que beaucoup de fans posent toujours encore la question. Chad Gable qui a dit il y a environ une semaine lors de l'interview qu'il était en train de se réentraîner, qu'on ne sait jamais, qu'il pourrait revenir. Tout le monde s'est un petit peu enthousiasmé, enjaillé, en se disant que ça va être cool, on va revoir les American Alpha. Parce que c'est vrai que Chad Gable actuellement, à part entraîner Otis, il fait le... comment il s'appelle le Drew Gulak bis. Parce que finalement, ils ont filé à Chad Gable ce qu'ils avaient donné à Drew Gulak dans un premier temps. Bah oui, Drew Gulak entraînait Daniel Bryan, maintenant c'est Chad Gable qui entraîne Otis. Bon, c'est dommage. C'est dommage quand on voit que Chad Gable, qui est aussi bon dans le ring, qu'il a l'air bon au micro. Il a beaucoup de recul sur lui-même. Il est un peu comme Kurt Angle. Il a ce côté, il sait se ridiculiser sans totalement être ridicule. Et ça me... Bon, c'est vrai, il n'est pas grand, il n'est pas très large. Mais je me dis, mais comment c'est possible qu'ils se disent pas, il faut qu'on fasse quelque chose de ce gars, quoi. C'est clair. C'est dommage. Dingue. Bah oui. Il a tout. Et comme tu l'as dit, certes, il est pas très grand, mais c'est quelque chose qui s'oublie vite à la WWE quand tu es bien poussé. Parce que la preuve, je dirais, il a été Shorty G pendant 1 an et demi, on a déjà oublié, quoi. Ouais, après, c'est vrai déjà quand il était Shorty G, on voulait l'oublier, donc c'était volontaire. Bon, bref. C'est dommage. Il y a vraiment beaucoup de tristitude. Comme chantait je ne sais plus qui d'ailleurs. Mais on l'embrasse. Ensuite, on enchaîne avec Nikki Bella contre Carmella. Oui, alors le match, parce que bon, Ali, qui, je vous révèle, me révélait tout à l'heure qu'il ne voulait plus être touché. Il m'a dit, je ne veux être touché par personne pour l'instant. Non pas de lui proposer moi-même de le toucher. Je fais taire immédiatement les rumeurs. Parce que j'ai dit que je refusais d'aller chez le coiffeur actuellement, parce que je refuse... Alors certains se disent, mais de quoi il parle, coiffeur? Pour les côtés. Ouais, surtout derrière c'est dégueulasse. Vous ne voyez pas, il y a un mulet qui est en train de se former c'est pas un mulet, enfin le mulet est mort là. Là c'est un mulot qui se forme derrière, croyez-moi. Non, c'est pas bien. Franchement, pas bien. Elles ont vu des trucs dégueulasses. Mais là, d'ailleurs, elles sont très silencieuses parce qu'elles ne peuvent plus, sinon elles vomissent. C'est caché. C'est pour ça. Je me tourne très limite en fait quand je te parle. Faut pas que les gens voient trop de ce qui se passe derrière. Je précise juste ce qui se passe entre Nikki Bella et Carmella. On se souvient que lors des Survivor Series, Nikki Bella était la capitaine de l'équipe de SmackDown, mais elle s'est faite attaquer avant le début du match. Natalia. On ne sait pas pour le moment. L'enquête se poursuit. Est-ce qu'il y aura une révélation? Parce que je me souviens qu'on avait attendu de longues semaines. Il y aura une révélation. Un petit peu après ce pay-per-view. Un petit peu après. Là, en fait, Nikki Bella a supposé, depuis les Survivor Series, que c'est Carmella qui l'a attaqué. D'après son enquête, c'est Carmella. Forcément, j'allais dire d'origine italienne, mais Nikki Bella aussi, d'origine italienne. Mais Carmella se targue d'être de Staten Island. Staten Island, célèbre île. Bon, c'est le nom, mais est-ce que c'est pas une presqu'île? On s'en fout. Staten Island, réputé pour sa communauté américano-italienne et notamment sa mafia. À Staten Island, les Sopranos, me semble-t-il, vivent à Staten Island. D'accord, je savais pas. Je crois. Je veux dire, je suis un peu l'univers d'Ajus et notamment la cloche. Je me trompe 95% des fois. Mais il me semble
que les Sopranos, la famille Soprano vit à Staten Island et qu'il y a beaucoup de familles mafieuses à Staten Island. Donc, problème... Historiquement, hein, je veux dire, peut-être pas en 2021. En tout cas, donc oui, Nikki Bella a fait une enquête. Selon elle, c'est Carmela. Carmela qui pourtant dit que non, Non, ce n'est pas moi. Oui, Ce en n'est- même temps, bon, on connaît on les connaît. Hein, les gens, non, c'est pas moi, alors que c'est eux. On n'a rien fait, on n'a pas touché. Le problème, donc Nikki Bella gagne. Hein, Il pour n'a pas info. touché, Il ça, n'a pas on sait. touché. Nikki Bella remporte son match face à Carmela, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'après le match, Carmela fait une petite promo où elle dit encore une fois à Nikki C'est Bella, pas moi. c'est pas moi qui t'ai attaqué, mais surtout, c'est Natalia. C'est Natalia qui t'a attaqué. Et un peu plus tard, lors du show, on a droit à une promo en coulisses de Natalia, où Natalia dit que non, écoutez, c'est une pas connerie. Et beaucoup d'arguments très très forts, on va dire, de la part de Natalia. Non, c'est pas vrai parce qu'elle ment. Donc voilà, c'était un petit peu l'argumentation de Natalia. Et les commentateurs soulignent que Natalia a l'air un petit peu suspecte, on va dire. Oui, bah, de toute façon, même si Nikki Bella s'était pas fait attaquer, je pense que Natalia est suspecte. Franchement, moi, je ne lui ferai pas confiance. De Miz qui défend le titre intercontinental face à Dolph Ziggler 25 minutes dans un ladder match, parce qu'on est à TLC justement, donc bien entendu, il y a des tables, des échelles, Exactement. des chaises. 25 minutes. 25 minutes. Et on avait atteint le paroxysme de cette rivalité, l'épisode précédent, où il y a 2 épisodes, ou en tout cas quand Dolph Ziggler joue sa carrière, le public était chaud comme la C'était braise. la folie. Et là, on est d'accord, c'est plus ou moins fini là quand même. C'est moins la folie. C'est moins la J'en ai folie. aucun souvenir en tout cas de ce match de l'échelle. Non, mais je dis pas ça pour la vanne parce que c'est dommage. Je pense que c'est pas mal. Le Miz n'est pas le mec le plus voltigeur du monde, mais il est pas mauvais dans ce Bien genre sûr. d'environnement. Il peut suivre. Et Dolph Ziggler est extrêmement bon. Donc normalement, 25 minutes dans un match de l'échelle, je l'évoquais dans un précédent épisode, nous qui avons connu ces périodes où ça allait de plus loin, plus haut, plus vite, et qu'on retenait tous ces matchs, comme je citais souvent SummerSlam 98, Triple H, The Rock, qui est peut-être nul aujourd'hui, hein, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Mais The Miz, Dolph Ziggler, tu te dis quand même, normalement tu dois t'en souvenir. Bah, excusez-nous, nous on s'en souvient pas, mais vous certainement oui. Bah moi c'est la remarque Surtout que Axel. je me suis faite. Ouais c'est vrai. Dont Dolph Ziggler est le catcheur préféré. La remarque que je me suis faite en regardant les 2 cartes de ces pay-per-views de décembre 2016, c'est que c'est clairement la période dont je me rappelle le moins de toute l'année 2016 par rapport aux autres pay-per-views qu'on a analysés, on va dire, lors des derniers épisodes. La fin de l'année, je pense qu'on était tous en attente du Rumble, peut-être. Donc c'est passé un peu plus rapidement. Et en plus, là, ça faisait 3-4 mois qu'on doit se faire 2 pay-per-views à chaque fois, chaque mois. Donc ça commence à faire beaucoup pour Christophe. Bah oui, non, mais s'il y a le bon côté quand même de n'avoir Bah, aucun bien sûr. contrat, c'est que je suis payé au show. Et donc, si on fait 2 pay-per-view, ben, je suis payé 2 fois. Contrairement à Philippe Chéreau, qui lui a un vrai contrat, il a la sécurité de l'emploi, mais s'il y a 2 pay-per-view, ben, c'est tant pis pour sa gueule, entre guillemets. On enchaîne avec un chairs match. Un chairs match. Le match des chaises Oui. entre Baron Oui, Corbin c'était pas rien à voir avec la chanteuse. et Kalisto. C'était ce à quoi j'étais en train de penser. Oui, mais les gens ne la connaissent même pas. C'est Parce possible. qu'elle était déjà vieille quand nous, on était jeunes, donc imagine pour eux. Moi, je l'ai connue lors de la dernière vague, et c'était déjà la vague de trop. Ah, et moi, je la connaissais... Non, je la connaissais pas avec Sony, mais... c'était cette chanson assez connue... Da, 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 da. Ouais, bon, super. Ah oui. Babe, tu sais... I want you, I got you, baby. I've got you, babe, voilà. Oui, bien sûr. Les grands classiques, vous connaissez. Comme dirait Alain. Donc, Baron Corbin, à ce moment-là, juste pour souligner qu'il est en pleine rivalité avec Kalisto. On rappelle que c'était lui qui avait blessé Kalisto lors du mois d'août 2016. Derrière, quand Kalisto avait fait son retour, les deux depuis se sont attaqués plusieurs fois, notamment avec des chaises. Kalisto a été revenu l'attaquer avec une chaise en plein SmackDown. Voilà, tu l'avais cité la semaine dernière, justement, cette attaque à coups de chaise. Donc ça mène à ce chairs match, lors de ce show. Baron Corbin qui remporte le match avec un End of Days sur une pile de chaises. Donc voilà, c'était... Kalisto s'est bien défendu, on va dire, durée du match... Ouais, 13 minutes, donc c'est quand même plutôt bien correct pour Kalisto. C'est bien correct, ça C'est y bien est, correct. on est passé du côté du Canada, là, bah. Il y a des rumeurs en plus actuellement comme quoi Kalisto pourrait revenir du côté de SmackDown pour une rivalité contre Rey Mysterio. Kalisto, mec extrêmement sympa, je ne le dirai jamais assez, vraiment un amour, ce garçon. Voilà. Et c'est pareil, il fait partie des mecs. Bah ouais, c'est pour ça. Comment ils peuvent... Certes, c'est pas Rey Mysterio, je suis d'accord, il n'y a pas toute la légende autour. Mais Bah créer là la légende. Mais voilà, ouais, c'est ça. Parce que, ok, ça s'est foiré avec Sin Cara. J'ai l'impression qu'ils se disent
On a tenté le coup avec Sin Cara, on a tout fait avec Sin Cara, ça se chie dessus, on n'essaiera plus jamais de notre vie. Un choc. Alors que non, Kalisto, c'est le mec qui n'a jamais rien foiré, ou presque. Il n'y a pas un botch de Kalisto dans toute sa truc. Et on l'a vu avec les les Lucha Dragons. Il nous sort le spot de l'année dans ce Salida del Sol, dans ce match de Michel. Oui. Enfin, Kalisto, tu peux lui faire confiance, quoi. En plus, il parle parfaitement anglais, donc il y a vraiment le côté... il peut tout faire, c'est pas le charisme personnifié, mais c'est un luchador masqué qui est capable de voler dans tous les sens. Il n'y a pas besoin de taper les promos du rock. Bon, après là, face au Baron Corbin, pardon, je postillonne, il va mourir dans 2 épisodes. Celui de la semaine prochaine, on l'enregistrera aujourd'hui, donc il ne sera pas encore mort, mais la semaine prochaine, il sera mort. La semaine d'après, enfin bref. Baron Corbin, je comprends la défaite. Parce qu'ils veulent établir Baron Corbin, et c'est normal. Mais voilà, Kalisto, mince, faites quelque chose avec Kalisto. C'était pour dire justement, les rumeurs d'une rivalité contre un Rey Mysterio, ça peut être vraiment pas mal du tout. Pour essayer peut-être... Ouais, surtout qu'il a le look aussi d'être un méchant. Luchador. Il a ce côté, il est très sec, il peut la jouer prétentieux, il peut se saper comme il faut pour être un peu heel face au Mysterio qui tourne un petit peu en rond aussi, il faut être honnête. Mais justement, on va parler de d'autres luchadors très secs comme ça, un petit peu dangereux, heel, lors du prochain pay-per-view. On enchaîne d'abord avec Alexa Bliss contre Becky Lynch, un tables match pour le titre féminin de SmackDown. À la base, les deux catcheuses devaient s'affronter lors du pay-per-view précédent. Le match avait été annulé car Becky Lynch, comme on l'avait expliqué, avait dû se faire opérer. C'est annulé. C'était annulé. C'était l'une des spécialités d'Uva, parce que je sais que c'est vos moments préférés finalement dans l'émission, tout comme Uva, qui nous ont écrit sur WhatsApp. J'adore le coffre à cash, parce qu'on n'arrête pas de parler de lui. Donc là, je parle un peu plus, comme ça il aime aussi un peu la cloche cette semaine. Et oui, Uva, tu pouvais l'inviter, on se voit vendredi, ouais, il n'y a pas de problème, je serai là, 20h, tac tac. Et puis le vendredi à 17h30, bon les gars, c'est annulé. Et voilà. Merci Uva. Donc Alexa Bliss contre Becky Lynch, au final, le match a lieu lors de SmackDown. Becky Lynch remporte le match, mais derrière, Alexa Bliss demande une revanche. Alexa Bliss qui était énormément pushée quand elle est arrivée à ce moment-là lors de SmackDown, et qui était crédible directement, je trouve, en fait, quand elle a débarqué dans le roster principal. Oui. Donc tables match, les deux catcheuses se retrouvent au bord du ring. Alexa Bliss tombe. Donc Becky Lynch en fait essaie de lui mettre des coups de pied, mais là Alexa Bliss la prend en position de powerbomb pour lui porter un powerbomb à travers une table qui était donc en bas du ring. Alexa Bliss qui devient championne de SmackDown assez rapidement. Non, c'est vrai, après c'est loin d'être la meilleure catcheuse. Je trouve qu'elle tient plutôt bien son rôle actuellement, qui est quand même pas facile à tenir entre le Fiend, tout ça. Je trouve que elle s'en sort pas si mal. C'est ce qu'on lui donne à faire qui est pas non plus incroyable, mais bon voilà, elle aura jamais un Oscar bien sûr, mais elle s'en sort plutôt bien. Donc oui, Alexa Bliss, bon exemple de superstar. Et c'est ça aussi toute la folie du truc, c'est que si pendant des années la WWE avait énormément de mal avec les femmes, là on se rend compte que ils s'en sortent beaucoup mieux avec les femmes qui viennent d'NXT qu'avec les hommes. Même s'il y a des contre-exemples, on parlait de Rhea Ripley tout à l'heure, Ember Moon qui aurait dû faire quelque chose de grand à la WWE et qui a été obligé de retourner à NXT parce qu'il lui proposait rien, je pense, et qu'il savait pas quoi en faire, alors que bon, elle est extrêmement talentueuse, puis elle est différente de toutes ces autres jeunes femmes, quoi. Ça marchait bien à la base quand elle avait démarré dans le roster principal. Après cette blessure, elle a aussi énormément freiné, quoi. Elle a arrêté près de 2 ans d'action. C'est vrai. Donc bon, peut-être mais avant même la blessure, il y avait déjà eu il y avait eu des pops, puis plus rien en fait derrière au niveau de l'utilisation. On termine avec le main event de TLC, donc ce pay-per-view 100% SmackDown, un TLC match entre Dean Ambrose et AJ Styles pour le titre, avec un heel turn lors de ce main event. Ah oui, c'était logique. Briser le cœur. Bah non, vu sa tête, c'était obligé qu'il soit heel. Enfin, il l'était déjà avant, mais c'était normal. Il s'approche du ring à un moment quand AJ Styles allait monter pour récupérer le titre, donc on pense qu'il est là au final pour déconcentrer AJ Styles. Mais un peu plus tard, alors que Styles est KO et que Dean Ambrose commence à monter et qu'il est à 2 doigts de récupérer le titre, James Ellsworth qui soulève l'échelle, donc Dean Ambrose qui tombe à travers 2 tables à l'extérieur du ring, le gros bump bien entendu. C'est pareil, la première fois que ça s'est arrivé, c'est Bubba Ray Dudley.
Et on s'en souvient comme si c'était... Enfin, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. La deuxième fois, il y avait ce FU de Cena sur Edge pour le dernier match de leur trilogie qui se passe d'ailleurs à Toronto, Ontario, Canada. Inoubliable. Et là, ce bump, non, moi j'ai totalement zappé. C'est vrai Tu m'aurais demandé comment finit le match. Le heel turn, je m'en souvenais. Bon, pas comme ça de but en blanc. S'il y avait eu un quiz organisé par Alain Ichtertz pour une vidéo de la clinique, je m'en serais pas souvenu. La clinique. Mais voilà, c'est toute la folie du truc. Après, beaucoup de gens en commentaire vont nous dire, mais si, moi je m'en souviens très bien. Mais c'est sans doute, ou alors je suis vraiment de mauvaise foi, que vous avez débuté le catch plus tard et que soit là c'était vos premiers mois, soit il y a eu des instants plus marquants que d'autres, ou que Dean Ambrose et AJ Styles sont vos superstars préférés depuis toujours. Enfin, il y a plein de facteurs qui font, mais est-ce que toi tu t'en souvenais Non, mon cher j'ai ami dû regarder à nouveau pour me rendre compte que c'était... Après, une fois que tu regardes, bien entendu, oui, tu te rappelles qu'il y avait eu ce heel turn, etc. Oui. Mais sinon, honnêtement, je me rappelais pas du tout que c'était la fin de TLC à la base. Donc, AJ Styles qui réussit, on va dire, à conserver son titre grâce à l'intervention de James Ellsworth. À partir de là, va effectuer ce heel turn. On résume quelques faits juste après le pay-per-view. Oui, résume, vas-y. Avant de passer au pay-per-view. Je finis ça parce que je peux pas encore boire ça, c'est trop chaud. Je dis non, mais parce que bon. Et je pouvais pas le mettre dedans, parce que sinon je pouvais pas mettre. Cet épisode, c'est moi qui vous résume en gros ces deux pay-per-view pour que l'épisode suivant, justement, ce soit Christophe qui fait un. En plus, je lui ai envoyé des photos, 100%. des vidéos. Pour le prochain, franchement, il y a du. Le prochain sera bien. Celui-là, non mais celui-là, bon voilà. Le prochain sera bien. C'est comme dans toutes les séries, à un moment il faut des fillers. Il faut combler. Là, je suis en train de courir sur le terrain, c'est comme dans Olive et Tom. Là, je cours et bientôt je vais faire la passe à Christophe et Christophe pourra mettre le but. Je me ferai sécher par Mark Landers, c'est horrible. Donc, juste pour préciser, entre-temps, après le pay-per-view de SmackDown, on a Dean Ambrose qui va remporter le titre intercontinental le 3 janvier. Comme ça, vous savez que Dean Ambrose devient champion. On a Carmella. Est-ce que AJ Styles il passe à qui au niveau feud? AJ Styles il passe à John Cena. Ah, John Cena qui va revenir à ce moment-là pour provoquer AJ Styles à nouveau. Donc Cena qui aura fait... Ah oui, et puis au Royal Rumble, il y a ce fameux match. Je veux le 16e titre. Exactement, encore une fois à nouveau. Ouais, il avait déjà essayé il y a 2-3 mois. Oui, bien sûr, avec notre ami... comment il s'appelle? Ambrose. Non, mais l'acteur américain... pas l'acteur, le comédien américain qui l'avait empêché d'arriver au 16e titre. John Stewart, ouais. John Stewart. John Bellucci. Tom Bellucci. Mais oui, Cena qui nous avait fait le même retour 3 mois auparavant pour ce 16e titre, ça n'avait pas marché. Il est parti pendant 3 mois et là il va revenir pour feuder avec AJ Styles. Derrière, on a Carmella qui continue, qui insiste en disant à Nikki Bella, je te jure, c'est Natalia, c'est Natalia. Natalia qui va tenir 2 semaines. Ah ouais. Et au final, fin décembre, elle va avouer que c'est bien elle qui a attaqué Nikki Bella par jalousie. Et on se demande s'il n'y a pas un petit peu de vérité, encore une fois, au fond de cette histoire, car elle explique qu'elle a toujours eu une certaine jalousie envers les Bella Twins, qui ont été plus mis en avant que Natalia. Ça marche avec 95% du roster féminin, évidemment. Malgré des talents, on va dire, dans le ring qui sont... Oui, bien sûr, Natalia est bien supérieure à Nikki et Brie. Voilà, Nikki et Brie. C'était pas une vanne. C'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Oui, content. Nikki et Brie. Ah, c'est son épisode, là. Voilà. On a la Luchadora également qui débarque à ce moment-là à SmackDown pour entrer en rivalité avec Alexa Bliss. Mais en fait, c'est Becky Lynch qui est déguisée sous un masque pour essayer d'obtenir son match revanche, on va dire, contre Alexa Bliss. Et enfin, on va préciser également que la Wyatt Family, qui vient de remporter les titres par équipe, va les défendre pendant quelques semaines avec la Freebird Rule, qui veut dire donc que Luke Harper peut également défendre les titres. Parce que les Freebirds, j'explique pour les jeunes, et puis que je serve à quelque chose malgré l'épisode que nous sommes en train de vivre, un cataclysme dans l'histoire de l'univers d'Ajus. Je veux dire, avec cet épisode, on va devoir de la thune à YouTube. YouTube va nous envoyer une facture, 30 000. Donc, les Freebirds, gang de 3 superstars pendant une grande partie de leur carrière. Il est arrivé qu'il ne soit que 2. Le plus célèbre d'entre eux... comment s'appelle-t-il ce couillon? Parce que j'allais dire Alfred Hayes, mais pas du tout. Michael Hayes, voilà. Lord Alfred Hayes, c'était un Britannique qui commentait également parfois même en français, avec Raymond Rougeau. Bon, Michael Hayes, qui sera le Doc Hendrix dans les années 90 pour présenter les cartes des pay-per-view, mais voilà, il est le plus célèbre des Freebirds. Et ils avaient ce gang de 3 superstars, et lorsqu'ils gagnaient des titres par équipe, on inventait cette règle des Freebirds, c'est qu'ils pouvaient défendre ce titre
chacun selon leur convenance. Par deux, évidemment, mais ils étaient à 3 à garder le titre, qui sera réutilisé après avec le New Day, notamment. Notamment, ouais. Donc, oui, la Freebird Rule qui leur permet de défendre le titre pendant 2-3 semaines, mais au On final. dit souvent d'ailleurs que les Freebirds sont les premiers à être rentrés sur une musique. La leur d'ailleurs. Ils ont gagné beaucoup de thunes en chantant leur thème d'entrée Bad Street USA. Tin, tin, tananana. Mais je Grande, pense que. grande rivalité du côté de la World Class Championship Wrestling contre la famille Van Erich. On enchaîne avec Roadblock comme ça ensuite. Roadblock. Ah là là, franchement, vous êtes resté jusque-là. Vous avez bien fait. Roadblock, quoi. Roadblock. Roadblock. Ah ben, je précise, c'est pas le catcheur de la WCW que tout le monde a gardé en mémoire et qu'on a adoré suivre à WCW Monday Night Raw, commenté par Marc Blondin et Michel Le Tourneur. Marc Blondin qui prépare une biographie d'ailleurs. Ça peut être très intéressant. Très intéressant, non, parce que le monsieur a quand même 40, 50 ans de carrière. Ouais, je veux dire, comme on en a déjà parlé, il interviewait les superstars dans les main events, les Saturday Night Main Event de la WWE. Et il y a 2 week-ends de ça, il commentait le pay-per-view TNA. TNA, c'est vrai qu'encore maintenant, oui. Pour la francophonie. Donc, tu es de 80, 2020. 40 ans de carrière. WWF, WCW. Voilà, il a tout connu. WWE, il interview Hulk Hogan, Randy Savage, bam, WCW. Il interview la NWO, Slamboree, quelle brochette d'enfoiré, dit-il à Slamboree 98, je crois. Moi, je rêve toujours de voir les vidéos de Marc Blondin et Michel Le Tourneur au Power Plant. Ils nous l'ont vendu pendant des années lors des commentaires de Nitro. On est allé au Power Plant, on a tourné des extraits, vous allez les voir, vous allez les voir. On les a jamais vus. On les a jamais vus sur Canal+. Toujours dégoûté. Donc, si jamais ils les ont un jour, pourquoi pas les poster sur Twitter. On enchaîne. Alors, il n'est pas sur Twitter, mais sur Facebook. Sur Facebook. On enchaîne avec la carte de Roadblock. Donc, deuxième pay-per-view du mois de décembre. Cette fois-ci, c'est Raw. On va y aller très rapidement. D'abord, lors du kick-off, Rusev avec Lana qui bat Big Cass, accompagné par Enzo Amore. Comment dire ? De la merde. Pas en trichant. Ah, pardon. Mais en gros, Rusev, en fait, qui va attaquer Enzo Amore lors du match, à l'extérieur du ring. Donc, en fait, Big Cass va aller s'occuper de Enzo. Et il va perdre le match par décompte à l'extérieur. Donc la bonne poire, on va dire, Big Cass à ce moment-là. Donc ça, c'est le kick-off. On enchaîne avec la carte principale, Cesaro et Sheamus qui battent le New Day, Biggie et Kofi Kingston pour remporter les titres par équipe. Ça y est. Le premier titre de The Bar, fin 2016. Ce qui va lancer un petit peu l'équipe ensuite pour deux grosses années, on va dire, je pense, environ. Bah maintenant, oui, je sais plus quand ils se séparent. Mais ça va donner ça, quoi, plus ou moins 2 ans. Oui. 2 ans de gros matchs et d'une belle équipe, une belle complicité. Oui, non, franchement, une très bonne équipe de ces dernières années. Et des belles rivalités avec notamment le New Day. Ils étaient très complémentaires. Enfin, moi, j'aimais beaucoup commenter leurs matchs. Une des rares rivalités dont je me souvenais, fin 2016, c'est Sami Zayn contre Braun Strowman. Oui, pareil. Le lendemain des Survivor Series, Sami Zayn est puni par les dirigeants de Raw parce qu'en fait il avait un match pour le titre intercontinental lors des Survivor Series et il l'a perdu. Donc punition, il a un match face à Braun Strowman le lendemain à Raw et il se fait démolir. Tu as commenté ce show, donc je pense justement que ça t'avait peut-être marqué à l'époque, mais il se fait démolir par Braun Strowman tellement violemment que Mick Foley fait son entrée pour arrêter le match carrément. Il dit à Strowman, je suis même pas sûr qu'il l'ait gardé dans le montage, parce que je le rappelle, on n'a qu'1h30 sur les 3 heures. Et souvent les gens s'énervent, il y a peu de temps, on n'a pas eu par exemple Carlito et Jeff Hardy contre Rikers. Oui, Elias et... Oui, mais son nom... Jackson, mais Rikers Riker. Comme la prison. Ok. Enfin voilà, et ben, c'est pas nous qui décidons, ce n'est pas non plus les chaînes de télévision, c'est bien la WWE et ça vous donne de gros indices sur ce qui est important ou non pour la WWE. Et ils font d'ailleurs le même montage pour Hulu aux États-Unis, c'est une plateforme de VOD comme Netflix, comme Amazon, ainsi de suite. Et ils ont aussi ce résumé d'1h30. Et ce résumé d'1h30 vous montre exactement ce qui est important pour la WWE. Et donc en ce moment, je peux vous le certifier, Elias, la WWE s'en tamponne actuellement. Alors que pendant longtemps, il était de tous les Raw d'1h30. Donc c'est qu'ils voulaient vraiment le mettre en avant. Aujourd'hui, tu te rends compte que non, ils en ont plus rien à faire. Pareil pour le titre 24/7, ils le gardent plus du tout dans les montages. Ouais. Il y a plein de superstars comme ça dont on se rend compte que la WWE ne veut plus les mettre en avant, même s'ils sont dans le Raw de 3 heures, mais ils y sont parce que le Raw fait 3 heures.
On a donc là Sami Zayn qui est tout de même plutôt pushé en tant que face. L'un des rares gros push, on va dire, qu'il a eu. Lors de ce match, Sami Zayn ne doit même pas gagner. Il doit tenir Oui, 10 minutes. 10 minutes face à Braun Strowman. Donc, lors du match, en fait, il se fait tellement démolir à nouveau que Mick Foley débarque avec la towel, une éponge, on va dire, parce qu'il veut jeter l'éponge pour Sami Zayn. Sami Zayn refuse. Il va voir Mick Foley, il prend la serviette, il la jette dans la foule. Derrière, le match reprend. Sami Zayn qui réussit au final à éviter Braun Strowman qui se prend les barrières notamment, donc ça va le ralentir un petit peu. Derrière, il remonte dans le ring et Zayn qui réussit à tenir. Il réussit à tenir, il porte ses fameux coups de pied dans le coin, etc. Et c'est marrant parce que bon, c'est même pas une victoire, mais le fait qu'il ait tenu 10 minutes, ça fait qu'il y a une explosion derrière de la part de la foule, etc. Bah, c'est le genre de match qui fonctionne toujours, ce genre de stipulation avec entre guillemets, un faible et un très puissant, où le faible doit survivre, doit... je dis nous, ma génération, on avait connu ça un petit peu avec... comment il s'appelait, Barry Horowitz, Oui. qui devait affronter Skip des Body Donnas. Barry Horowitz qui était un célèbre jobber, comme on dit, c'est-à-dire ces catcheurs sans identité, avec simplement un nom, qui pendant les années 80 va traverser la WWE, on le verra quasiment chaque semaine perdre match après match, et puis dans les années 90 ils vont se décider à lui donner une première victoire et puis une personnalité. Ça sera associé à Hakushi aussi pendant quelques temps, et donc il y aura, je crois, un affrontement similaire contre Skip des Body Donnas où il devra tenir, ou peut-être qu'il finira par lui révéler les épaules. Il aura sa première victoire de toute sa carrière à la WWE. Enfin, c'est le genre de truc qui marche bien, et c'est le genre de truc aussi qui est moins tenté aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps que, enfin, je crois depuis cette feud Sami Zayn et Braun Strowman, qu'on n'a plus vu ce genre de choses dans le roster principal. On continue avec Seth Rollins contre Chris Jericho. Lors de ce match, Kevin Owens débarque, alors que c'est tendu un petit peu entre Owens et Jericho. Le problème, c'est qu'on a toujours, et on l'a revu très récemment à Raw ou SmackDown, avec Billie Kay notamment. Billie Kay qui essayait d'intervenir, mais au mauvais timing. Ce qui fait que quand elle intervenait, c'est ça, en fait, elle intervenait à un moment où Ruby Riott pouvait gagner à chaque fois les matchs. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Chris Jericho allait remporter le match, il effectue un petit paquet, sauf que Kevin Owens distrait l'arbitre à ce moment-là, au mauvais moment. Donc derrière, Chris Jericho s'énerve et il renvoie Kevin Owens dans les vestiaires. Il lui dit: écoute, j'avais pas besoin de toi, je t'avais pas demandé d'être là, donc laisse-moi tranquille. Sauf que le problème, c'est qu'il se tourne vers Kevin Owens, il le jette pour qu'il retourne dans les vestiaires, et quand il se retourne, il se prend le pedigree de Seth Rollins pour la victoire. Donc Seth Rollins qui conserve qui remporte le match, il conserve rien du tout, il remporte le match. Conserve ça. Mais par contre, c'est de plus en plus tendu, on va le citer encore une fois, donc entre Owens et Jericho. Non, mais ça tient encore ils font durer ça. Hein. Et ça Rumble, c'est encore là. Ça va, comment dire, justement, on va voir ce qui va se passer à la fin du show. On peut citer aussi par contre que depuis que Rollins est de retour depuis environ 2 mois maintenant, depuis le lendemain de Survivor Series, il titille Triple H. Notamment suite à ce qui s'est passé pour le match pour le titre universel. Oui, il s'est fait trahir à la surprise générale par Triple H, qui avait permis à Kevin Owens de devenir le 2e champion universel de l'histoire. Et on se demandait d'ailleurs si Triple H et Kevin Owens seraient associés, mais en fait pas du tout. C'était vraiment pour trahir Seth Rollins. Mais donc ouais, il faut savoir que depuis Seth Rollins, il en veut beaucoup à Triple H, et ça va jouer au fil des semaines. On peut citer ensuite le match pour le titre Cruiserweight, Rich Swann qui conserve le titre face à Brian Kendrick et TJ Perkins. Tout ce qui est important après ce match, en fait, c'est l'intervention. L'intervention après le match, des retours de Pac. Et c'est le nouveau Pac. Celui qu'on connaît tous maintenant, mais qu'on connaissait pas à ce moment-là. Moi, je le connais plus, mais... Parce que à la base, on n'avait pas que le super-héros... Neville. Pour ceux qui ne l'ont connu qu'à la WWE. Donc on avait le Neville un peu super-héros quand il avait effectué ses débuts dans le roster principal, avec la cape, sans barbe, etc. Il c'est très jeune, très innocent, toujours très gentil. Oui, là il est plus sombre. Ah, c'est le mec vénère. Il est séché à bloc, non? Il est séché à bloc, il effectue son retour après plusieurs mois d'absence, il a la beubare, il est vénère, il attaque le champion, donc Rich Swann et TJ Perkins après le match, et tout de suite, c'est comme si 205 Live cherchait un patron, et que Neville était venu prendre la place directement, et on va le voir au fil des prochaines semaines, ça va devenir un petit peu l'emblème de 205 Live. On cite ensuite... Jusqu'à ce que... Ah ouais. On cite ensuite Charlotte Flair contre Sasha Banks dans un Iron Woman match de 30 minutes. Et je crois que, bon là il y a écrit Iron Woman, mais je crois qu'ils disent Iron Man match même pour les meufs. Ah, bah écoute. Il me semble. Mais bon, en tout cas c'est Iron Woman match, yes. Pas de problème.
Je sais pas, je me rappelle pas ce qu'ils disaient les commentateurs. Un match qui se termine à 2 partout au bout de 30 minutes, donc Ils aiment trop faire ça, je trouve. c'est vrai. Ils aiment trop. Moi, il m'avait saoulé le Bret Hart, Shawn Michaels 0-0, 60 minutes. Et déjà à l'époque, bon, on est en 96, je vais avoir internet en 97, et déjà à l'époque, sur les forums n'existaient pas, hein, mais sur les discussions entre fans, c'était un débat entre les smart et les marques dont je faisais encore partie, c'est-à-dire les fans éduqués et les fans moins éduqués dont je faisais partie, qui disaient mais si, c'était un match exceptionnel et tout. Et moi je disais non, franchement, c'était long, il se passait pas grand-chose. Et c'est vrai que c'était le premier de l'histoire, mais voilà, pour en avoir vu beaucoup depuis, il y a des Iron Man matchs qui sont vraiment classe, quoi. Bon, celui-là est vraiment pas mal, parce qu'il y a quand même du scoring. Il y a, Ouais. il y a du chiffre. C'est pas du 0-0, quoi. Mais moi, j'en ai un de 30 minutes en tête que je n'oublierai jamais. Rick Rude contre Ricky Steamboat. Beach Blast 92 à la WCW. Il est classe. 30 J'ai- minutes ou 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. J'avais Ok. vraiment adoré. 3-2, donc au final, au bout de 34 minutes 45, on passe Elle fait ensuite- soumission hein, pour le cinquième quand même. J'imagine qu'après elle la ramène dans le ring. Non, parce que je vois soumission pour le cinquième. Et tombé. ensuite, elle lui porte le figure 8. Et ensuite, Non, elle parce lui porte qu'après le- les commentaires, tu sais bien comment ça se passe. Vous êtes des C'est vrai. merdes. C'est vrai. Surtout Ali, parce que Et Christophe, ensuite, elle lui porte il est le- nul, mais bon, on l'aime bien. On le Merci. précise. Figure 8 derrière pour la victoire par soumission. On passe ensuite au main event Kevin Je Owens. dis merci aux gens, ne t'énerve pas. Kevin Owens contre Roman Reigns. Roman Reigns. Donc match pour le titre universel qui va encore une fois se terminer avec une intervention. Chris Jericho qui va intervenir lors de ce match. Il n'est pas content que Kevin Owens soit intervenu un peu plus tôt lors de son match face à Seth Rollins. Donc Jericho intervient à son tour. Et à ce moment-là, moi je me souviens très bien qu'on se dit oh merde, c'est maintenant. Parce que Yes. comme ils arrivent intelligemment à chaque fois à vous faire croire que c'est la fin de cette association, que c'est association, que bah voilà que la trahison va arriver, que Chris Jericho va coûter le titre C'est vrai. à Kevin Owens, parce qu'on ne sait pas encore vers quel malheur Kevin Owens fonce tout droit, tête baissée, d'ici quelques mois. Donc on se dit, bah, Jericho va lui coûter le titre là, c'est maintenant, c'est ce soir. Exactement. Et en fait, non. Gros suspense quand on voit Jericho arriver, on pense que c'est la trahison. Et en fait, c'est pas une trahison, c'est juste très bien joué car Jericho monte sur le ring pour porter le Codebreaker à Kevin Owens. Et là, donc la foule qui explose, qui comprend pas ce qui se passe, l'arbitre qui voit la scène disqualifie Roman Reigns. Bah oui. Disqualifie Roman Reigns car c'est Kevin Owens qui se fait attaquer. Donc certes, Kevin Owens perd le match, mais il conserve... Et se fait taper, mais le Jericho peut dire oui, mais grâce à moi, t'as conservé le titre. Exactement. Donc au final, les deux catcheurs derrière sont quand même en mode Kevin Owens comprend ce qui se passe, donc il sourit en mode tu m'as frappé, mais bon, moi j'ai gagné, donc ça va, ça se passe Voilà, bien. effectivement, Ça se passe Kevin Owens a fait sa bar mitzvah comme souvent. Tu m'as frappé, alors ça va. La vérité, Et le show se termine avec Roman Reigns et Seth Rollins qui attaquent tous les deux Kevin Owens et Chris Jericho. c'est un peu faiblard quand même. Hein. Bon, c'est Roadblock. Bah. Donc, Roadblock qui n'aura pas eu une grande vie dans l'histoire des pay-per-view de la WWE. Et c'est un pay-per-view de transition, c'est le deuxième du mois de décembre. Mais enfin bon, terminer là-dessus, c'est quand même... C'était le problème d'avoir deux pay-per-view, moi je trouve, à cette période post-draft. Et Pourquoi ils ont rapidement arrêté. Pourquoi ne pas finir avec le Iron Man match? Aussi, c'est vrai. Bah oui. T'as un Clairement. match de 30 minutes, pourquoi ne pas avoir eu le courage de finir Après, j'imagine que peut-être ils se sont dit, si on met Owens Reigns plus tôt, les gens vont se douter que il n'y a pas de changement de titre. Ouais. C'est vrai. Alors que si tu le mets en main event, les gens se disent ah c'est en main event, c'est que doit y avoir un changement de titre qui va arriver quoi. En tout cas, ouais, moi je trouve que cette période, certes c'était super d'avoir plein de pay-per-view, mais il y avait quand même C'était un très petit bien. peu trop en fait. Et... On n'a jamais. Et en plus je suis d'accord avec ça, il y en a jamais trop à partir du moment où ils sont super bien construits. Là il y avait certaines cartes qui étaient parfois un petit peu faiblardes par rapport à d'autres. Oui, mais on était en pleine période là sur AB1. Outre évidemment le côté j'étais payé au show, donc c'était forcément bien pour moi, mais on était les gens comment dire n'étaient pas tristes qu'il y ait deux pay-per-view par mois. Non, Au ouais. contraire, en plus il y en avait un qui tombait pendant les vacances en général, donc c'était vraiment cool de pouvoir se retrouver 2 fois par mois avec le hashtag PPVAB1 et de vivre tous ces shows ensemble. Tu vois, c'est pas comme
Aujourd'hui, il y en aurait 2 par mois. Égoïstement, bah, évidemment, je ne serais pas plus joyeux parce que je ne suis plus payé, je ne les commande plus, je ne les traduis plus. Mais il n'y a plus non plus, en plus, ce rendez-vous avec tous les fans. Là, il y avait ce rendez-vous. Il y avait Philippe, il y avait moi, il y avait tous les fans. On était sur Twitter, on réagissait en direct. Donc il y avait cette vraie émulation autour. On n'était pas encore... Les fans n'étaient pas non plus blasés. Je sais que 2 ans plus tard, même quand il n'y en aura que 1 par mois, bah, il y a certains pay-per-view où les gens seront blasés. Parce que voilà, pendant 2 ans, ils en ont mangé. Ils se sont goinfrés de pay-per-view. Ils étaient heureux même pour Roadblock. Et puis au bout d'un moment, bah, ils sont même plus contents pour un SummerSlam. Parce qu'ils en ont trop vu, ils en ont trop mangé en quelque sorte. Mais à ce moment-là, moi j'ai le souvenir d'une vraie excellente ambiance, quoi. On était toujours super heureux. Et je regarde un petit peu envieux justement ce que font nos amis Alain Mistrangelo et Norbert, bien sûr, du côté de la All Elite. Je ne regarde pas les shows, encore une fois, hein. C'est pas parce que c'est la All Elite, c'est pas parce que c'est Norbert et Alain que j'apprécie énormément. C'est juste que voilà, j'ai 40 ans et que j'ai pas forcément toujours le temps, après toutes les discussions catch-est que j'ai dans la semaine et les commentaires, de me remettre devant du catch autre que ceux que j'ai envie de regarder. Mais je vois un peu ça sur internet, cette émulation, cette excitation, parce que c'est nouveau, parce que justement ils vont commenter les pay-per-view en live, ils essayent de se battre pour qu'il y ait moins de retard, donc Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. bah oui, et c'est une belle période pour eux, pour la communauté francophone. Et limite, c'est presque tant mieux pour les fans que la WWE de ce côté-là est sur le network et ça a un petit peu coupé l'élan par rapport à la diffusion à la télé, mais derrière, il y a de quoi remplacer. Donc c'est sympa pour la communauté. Moins pour nous, mais arrêtons d'être égoïstes. Non, puis Hein. comme dit, c'était Philippe qui avait dit ça lors d'une interview, il avait dit l'émulation crée les champions, si je ne dis pas de bêtises. Oui, enfin, il n'y a pas que lui qui l'a dit, hein, je te Bien rassure. sûr, bien sûr, mais moi c'est lui qui me l'avait dit lors d'une interview là, quand on pouvait encore voyager. Et justement, je veux dire, c'est un petit peu ça aussi. Si la WWE marche, ça peut être bénéfique, qui sait, pour la WWE derrière. La WWE, en tout cas, qui vient de signer tellement de beaux deals, j'ai envie de dire. Là, ces dernières semaines, elle est dans un état, dans une forme magnifique. Le deal aux États-Unis. Dans un état d'amour. On peut le préciser, mais le deal avec Peacock qui ramène un nouveau milliard à la WWE pour les Milliard. 5 prochaines années. Je peux vous dire que voilà, je vois certaines personnes qui disent parfois ah, peut-être que la WWE doit s'inquiéter face à ci, face à ça. Honnêtement, non. Ils sont pas Si, vraiment. non, mais il faut Après, toujours voilà, qu'ils faut s'inquiètent. faire Après, attention à la concurrence, mais ils sont tellement loin à un autre niveau. Et puis surtout, ils arrivent à nous sortir des choses comme ça quand parfois on pense qu'ils sont en doute. Bim, un nouveau deal à 1 milliard qui te met franchement en sécurité, mais alors tranquillement pour les prochaines années. Et puis Bad Bunny aussi, c'est un coup par exemple. moi je l'appelle Benny moi. Ah, d'accord. Ah, Benny B. Ah non, il y a Par Bugs contre, Bunny aussi. Mais... Oui, non, Bugs Bunny c'est trop facile. Benny B au moins, puis il y a une référence francophone. Tous nos amis belges, Benny B, quoi. B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, toi tu le connais. Ah, voilà, je n'ai pas fait rappeur, vous comprenez désormais pourquoi. J'ai beaucoup, je l'écoute souvent d'ailleurs, Booker T. Mais alors sa prestation Rommel de la merde, hein. Je suis désolé. Hein. De la merde. Je sais pas comment on peut se chier dessus d'ailleurs, parce que franchement c'est simple. Après tu me diras, je suis pas rappeur, on vient de l'entendre, mais la chanson a l'air assez simple. J'ai d'ailleurs écouté un petit peu la version, enfin j'ai regardé les sous-titres pour voir ce qu'il dit, et c'est assez, c'est une chanson très précise en fait. Il envoie chier tout le monde. Parce que oui voilà, non mais je veux dire, les paroles c'est en fait aller tous vous faire voir, c'est un petit peu le MC Jean Gabin latino, quoi. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Il y a plein de petits clins d'œil à l'année précédente où visiblement les gens n'y croyaient pas, qu'il allait faire de la merde, tout ça. Voilà. Bah, en tout cas, je pense que les gens ne réalisent pas forcément parce que c'est vrai qu'il est pas trop connu. Mais c'est le mec qui a vendu le plus de disques en 2020, je crois, aux States. Le mec le plus, vendu, le plus écouté sur Spotify en 2020, mais c'est genre fou. devant Drake, The Weeknd, devant tout le monde, quoi. C'est incroyable. Le mec moi le je le plus connaissais écouté. pas, mais c'est incroyable, effectivement. Et puis voilà, c'était le journaliste américain Ryan Satin qui avait répondu à des Américains. Parce que les Américains se plaignaient, même les Américains, faut savoir, ne le connaissent pas forcément. Parce qu'il y a tellement. Les États-Unis, c'est grand. Déjà. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la musique numéro 1, c'est la country. Donc nous, on le sait pas parce que ça ne dépasse pas les frontières. Mais les chanteurs les plus célèbres aux States, c'est les chanteurs de country. Mais les communautés sont tellement grandes, latinos, les noirs, les asiatiques, et chacun a ses stars.
Et là, Bad Bunny est en train de dépasser la communauté latino et de devenir une star planétaire. Mais d'abord, évidemment, il a grandi au sein de la communauté latino. Comme beaucoup d'acteurs asiatiques qui ont grandi dans les séries et films totalement désignés pour le marché asiatique américain, ou des acteurs noirs américains qui n'ont fait... Il y a des franchises de films noirs américains dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui en Afrique francophone sont aussi célèbres que les bronzés chez nous, quoi. Alors que nous Ali ou moi qui suis très blanc de peau, et Ali, on sait pas trop, il y a du poil. Donc on ne peut pas trop... Mais voilà, t'as jamais entendu parler, et j'ai même plus le nom en tête, de ce série de films américains qui met en scène un acteur noir qui devient une femme, mais pas Big Mama, parce que ça c'est encore autre chose, mais enfin voilà. Les communautés aux États-Unis sont très puissantes. C'est ça. Christophe va juste vous explique le monde, mais il n'arrive pas. On comprend pas forcément, mais parce qu'on n'est pas dans ces communautés, mais les latinos, c'est des millions de personnes, et donc comme on l'a dit, Bad Bunny, je veux dire, c'est le genre de mec, quand Ryan Satin a répondu à des fans qu'il connaissait pas, ils ont fait, mais quel est l'intérêt à la WWE de le ramener? Et là, il a posté donc quelques captures d'écran. Il y avait 29 millions sur Instagram. Il a un titre à plus d'1 milliard d'écoutes sur YouTube. Alors, Jul bientôt à WrestleMania. Ah bah bientôt. Un banda organisé, personne peut... Mais en tout cas, oui, non, voilà. Et justement, quelqu'un m'a répondu du coup, ah, mais c'est le Jul latino, alors au final, ça... Bah oui, c'est pareil, allez aux Américains de leur demander c'est qui Jul, ils sauront pas, mais Jul, il a les centaines de millions d'écoutes aussi. Donc voilà, Bad Bunny, en tout cas, très gros coup pour la WWE. Oui. Ça va ramener sûrement énormément d'attention lors des prochaines semaines, surtout s'il a ce supposé match à WrestleMania, peut-être. Qu'on attend avec impatience, car je pense que ça va être au moins du niveau. Il a failli se tuer, ça aurait été encore mieux. Il a failli... Enfin, j'exagère, mais il était pas mal quand même. Non, oui, mais il y a un pied qui glisse sur les deux. Ah ouais? Moi, tu t'as pas remarqué? Non, moi T'étais en train de commenter certainement tes abonnés. Ça, ouais. Mais oui, non, son pied gauche glisse sur la corde au moment où il saute. Ah, j'ai même pas trop remarqué. Donc il a failli ne pas pouvoir prendre d'appui et il serait tombé comme une merde par terre. Okay. Parce qu'en tout cas, j'ai trouvé que voilà, c'était bien, quoi. Il a sauté sans avoir peur. C'était un meilleur saut que Snoop Dogg. Et au moins, c'est ça tout le paradoxe, c'est que la AEW, bon, même s'ils ont créé Jericho et autres, bah, ils essaient de mettre en avant des jeunes, bon, même si, je veux dire, Dean Ambrose n'est plus tout jeune, même les équipes, comment ils s'appellent? Ah mince, les frères. Les Young Bucks. Les Young Bucks ne sont plus si young que ça. En tout cas, pour moi, ils ont l'air d'avoir 75 ans. On dirait les Rock'n'Roll Express, mais bon, je les embrasse quand même. Et ils font venir des rappeurs vieux comme le monde, et la WWE a des superstars un petit peu plus âgés, mais ils font venir des rappeurs tout jeunes. Ouais. Enfin, il me semble qu'il est jeune. Et il me semble que, j'ai lu ça pour justement avoir un peu d'infos sur lui, en 2016, il était encore magasinier. Enfin, il bossait genre dans... préparateur de commandes, je crois qu'on dit en France, pour ce qu'il faisait. Et voilà, 5 ans plus tard, il est le mec qui vend le plus... Incroyable. Qui est le plus écouté, c'est fini les disques. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de le voir, hein, ce petit Benny B. Mais la chanson est sympa, encore une fois. Ouais, moi, je trouve j'ai pas écouté d'autres chansons, mais voilà, et allez voir les sous-titres. C'est amusant de voir comment il balance et tout. À un moment, il y a cette petite... une petite comptine enfantine avec des poupées dans le clip. Et en fait, là, il dit, ouais, le mec, en plus, il se paye un Grammy, et cet enfoiré, il vient pas. Parce que finalement, il a gagné plusieurs Grammys aux Grammy Awards, si je ne me trompe pas, et il y est pas allé. Okay. Et il s'automoque de lui-même dans le truc, quoi. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode 100%. Christophe a juste 100%. Ça sera encore brûlant dedans, tellement c'est chaud, quoi. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. La semaine prochaine, Royal Rumble 2017. San Antonio, j'allais dire California, pas du tout, Texas, au Alamo Dome. Là où les New Age Outlaws voulaient défier Triple H et Shawn Michaels du temps de la TNA. On se voit au Alamo, le fort Alamo célèbre dans l'histoire américaine, où Davy Crockett, je crois, a repoussé les envahisseurs. Je sais rien, non, mais Davy Crockett, je crois, y était. Bon, on s'en fout. Soyez là. Non, sympa. J'ai de bons souvenirs. On a des petites archives vidéo à vous proposer, des photos, un trip incroyable. Donc, comme le disait Édouard Carpentier et son regretté collègue Guy Auré, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.